Bonjour. Là au pire je viens de tuer les gens. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau podcast, le podcast Chrysalis, le podcast qui concerne le yoga et la sophrologie. Donc c'est bête de dire ça comme ça, que le podcast concerne le yoga et la sophrologie. Il ne concerne pas que ça. C'est un podcast qui est au sujet d'un programme de transformation personnelle, Margot, que nous avons mené jusqu'au bout. Nous sommes allés donc au bout de ce programme. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont écouté les autres podcasts, vous avez pu suivre dans les grandes lignes, j'ai envie de dire, le début de cette histoire et la suite avec parcimonie, parce qu'on a fait beaucoup moins de podcasts passé un certain moment de l'année. Et surtout, on a fait quasiment 0 podcast sur la dernière partie, parce que c'est une partie qui est de toute façon secrète et qui reste réservée à ceux qui réalisent le programme en présentiel. Donc, Margot, déjà petit point très bref, comment toi tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, moi ça va super bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de faire ce podcast avec toi. C'est vrai que ça fait longtemps et je suis contente aussi de pouvoir parler de notre programme qui est enfin terminé. Ça a été très très riche en émotions. Je suis encore sur un petit nuage là depuis la fin de ce programme. Je suis en train d'intégrer tout ça. Donc je vais super bien. Je te remercie. Donc très bien, merci. Où est-ce que je voulais en venir ? Oui, Margot, il s'est passé des hauts, des bas, des trucs de fou dans ce programme. On a tous évolué, on a tous bien changé. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse un peu une rétrospective de tout ce programme, de ce que ça a pu nous apporter. On l'a déjà fait dans d'autres podcasts, mais là, on va pouvoir se rappeler un peu de tout ce qu'on a abordé dans les derniers podcasts et faire un débrief de tout ça, et aussi un débrief surtout de la dernière séance qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, on est passé en long, en large et en travers, Margot, sur tout plein de notions. On a commencé par présenter un peu le programme dans le premier podcast. Ensuite, on a parlé de la discipline et de l'engagement et des valeurs. Dis-moi, est-ce que, en termes de discipline, d'engagement et de valeurs, bah déjà, qu'est-ce que tu vois autour de ça ? Est-ce que tu vois une belle répercussion sur le groupe qu'on a mené là-dedans, au niveau de la discipline, de l'engagement et des valeurs ? Et après, plus personnellement, est-ce que toi aussi, ça t'a apporté quelque chose dans ta discipline, ton engagement et la construction de tes valeurs ? Merci pour cette question. Parce qu'à chaque fois, je suis pris au dépourvu, du coup, c'est très drôle. Faut que je réfléchisse en même temps que je parle. C'est ce qu'on appelle être authentique. Être authentique. C'est vrai que déjà, c'est un programme qui enseigne énormément, je trouve, quand même, la discipline et l'engagement. C'est vrai que les élèves se sont engagés sur 1 an. Il y en a certains d'entre eux qui ont lâché à un certain moment. Mais qui se sont retournés, qui sont revenus aussi vers nous. Et je sens que ça a vraiment, ça leur a aidé dans ce principe d'engagement. Et qu'est-ce que ça fait de s'engager quelque part, et surtout qu'est-ce que ça fait d'arrêter. Et en fait, le moment où ils ont arrêté le programme, ils ont senti, je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont senti l'impact que ça pouvait avoir en fait de pas répondre à leur engagement. Et du coup, ils sont revenus nous voir. Et grâce aussi à cette discipline, à la discipline de se dire ok, je me suis inscrit, maintenant j'y vais, et on les a laissés aussi choisir. C'est-à-dire que nous, on n'a rien forcé. S'ils voulaient arrêter, ils pouvaient arrêter à tout moment. Ça les regardait eux, et c'était eux les propres acteurs en fait de leur démarche. Et du coup, il y avait vraiment un principe d'autodiscipline. Le fait de se dire, ok, j'y vais, mais c'est mon choix si j'y vais, c'est mon choix aussi si j'y vais pas. Et du coup, je dois assumer les conséquences de pas venir. Donc, je trouve vraiment que discipline et engagement font vraiment, du point de vue des élèves, font vraiment partie de Chrysalis. Pour ce qui est de mon côté aussi, totalement. Ce programme m'a appris énormément aussi la discipline de mon côté. Parce que je me suis rendu compte que chaque semaine, je travaillais dessus sur les séances. En fait, on avait préparé des séances à l'avance
mais je me suis rendu compte que chaque semaine, je modifiais la séance suivante et je la remodifiais. Et du coup, le programme a vraiment été créé aussi semaine après semaine avec les élèves en fonction de leur évolution, en fonction du partage de leur vécu. Et pour ce qui est des valeurs, je n'ai pas parlé des valeurs. Je trouve les valeurs par rapport aux élèves, déjà, ce programme leur a permis aussi de prendre conscience véritablement de leurs valeurs et de répondre à ces valeurs. Et je trouve que, de mon côté aussi, ça a énormément... En fait, ce programme a eu un impact énorme. Mais énorme, mais ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais j'ai l'impression qu'on a vécu nos vies en parallèle de ce programme. Des vies et des événements qui étaient totalement en corrélation avec la partie du programme sur laquelle on travaillait. Quand on était en train de parler de la gestion des émotions, j'ai le sentiment que dans ma vie à l'extérieur, c'était des périodes où je devais absolument gérer mes émotions, apprendre à les contrôler, apprendre à les comprendre aussi. La partie confiance en soi, j'ai vécu une très grande période de ma vie qui m'a demandé une énorme confiance en moi. C'est vraiment, j'oublierai absolument jamais cette première année de Chrysalis. Là, je m'éparpille un peu, mais c'est fou, quoi. Ouais, c'est fou. Je suis très reconnaissante. Très bien. Je te rejoins sur le fait que, au niveau discipline et engagement, on n'a pas forcé les choses et on a permis une certaine autonomie. Mais par contre, on ne s'est pas non plus laissé faire. Ce qui est cool au niveau de l'engagement, c'est que quand il y en a qui ont arrêté, on leur a interdit de revenir. En gros, ils ne pouvaient pas poursuivre s'ils ne se réengageaient pas à nouveau. Donc ce modèle-là était cool pour susciter en eux l'envie de rester engagés en fait. Et je trouve qu'on s'est très bien articulé autour de leur haut et bas à eux. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu maintenir cette notion de discipline et d'engagement auprès d'eux. Personnellement, moi la discipline et l'engagement c'est quelque chose que déjà je raconte, pas seulement dans le programme Chrysalis, ça fait longtemps que je le mets en place, ça fait longtemps que j'en parlais avant et peut-être des personnes de mon passé pourront vous le dire. Avant j'en parlais beaucoup mais j'étais pas aussi engagé et aussi discipliné que maintenant, même voire pas du tout. Mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'au bout d'un moment on finisse toujours par rejoindre ce que l'on dit et moi ça fait plus de 2-3 ans que j'arrête pas de m'engager, de rester fidèle à ce dans quoi je suis engagé. Et même si la discipline fluctue et que des fois il y a des hauts et des bas et des périodes où je suis plus discipliné que d'autres, je suis quand même ravi de voir que ça s'est bien maintenu tout au long de cette année, parce qu'on est allé au bout du programme de toute façon. Donc voilà, un peu moins de surprise pour moi de ce côté-là. Et au niveau des valeurs, c'est vrai qu'au niveau des valeurs, comme tu dis, il y a eu un impact sur notre vie quotidienne, sur les gens qui avaient autour de nous, des gens qui des fois faisaient pas partie du programme Chrysalis. Et mes valeurs ont été forcées d'évoluer, soit parce que j'avais fait confiance trop vite et il fallait que je reconsidère comment je me positionne, soit parce que en fait ça m'a appris de moi. Je dirais que les valeurs ça m'a beaucoup appris de moi, comment donner ce que j'ai à donner tout en me préservant. Et ça c'était un cadeau, un trésor qui a de la valeur. Et je pense que pour beaucoup de ce que j'ai vu des autres élèves, pour beaucoup, leurs valeurs ont grandement évolué. Je me souviens des premières séances où ils se sont présentés. Pareil, en fait, pour eux, c'était cool de parler de tout ça, de leurs valeurs. Certains savaient à peu près à quoi ils avaient affaire, d'autres un peu moins. Ils étaient en mode c'est quoi les valeurs, c'est des sortes de critères. Arrivé à un certain niveau de ce programme, on a pu voir chez chacun un certain attachement se créer. Et cet attachement, il a généré des changements, généré des envies différentes chez eux. Et c'est comme si ça leur avait amené une question en fait très simple qui est qu'est-ce que tu veux, et le fait de mieux savoir ce qu'ils veulent, je pense aujourd'hui ils pourraient tous le dire de manière unanime. Je sais mieux ce que je veux, donc je connais mieux mes valeurs, je connais mieux ce qui me représente, ce qui fait que je suis en accord. Donc c'était le petit passage donc sur le début. On avait commencé avec un podcast sur la discipline et l'engagement, un podcast sur les valeurs, et ça déjà ça a été tout un chemin. Ensuite, on avait enchaîné sur le fait de dealer avec ses parts d'ombre, sur le fait d'écouter et sur la nature. Margot, je t'écoute, que ce soit pour les élèves et pour toi,
comment tu trouves que ce truc-là a été intégré, le fait de dealer avec ses parts d'ombre, le fait d'être à l'écoute et le sujet de la nature. Je préfère dire juste le sujet de la nature parce que ça peut toucher plein de trucs, voilà. Je considère que quand on entame un travail de connaissance de soi, on n'a pas le choix de passer par l'étape où on doit justement dealer avec nos parts d'ombre. Vu qu'on plonge à l'intérieur, on va pas aller voir que la lumière, voir que ce qui va bien. On va se rencontrer aussi de manière authentique et parfois l'authenticité, c'est aussi nos parts d'ombre, ce qu'on a parfois tendance à rejeter, ce qu'on n'a pas forcément envie de voir parfois. Et je trouve que il y a eu des moments dans ce programme où les élèves ont fait face justement à leur part d'ombre. Il y a eu des moments aussi très émouvants en fait, vu qu'on est tous dans le partage de vécu. C'est-à-dire on vit la séance, mais après l'avoir vécu, on la partage aux autres. Et ces moments sont tellement forts et on apprend tellement aussi les uns des autres. Dealer avec ses parts d'ombre, ça rejoint totalement aussi l'écoute de soi et l'écoute des autres. Dans ce programme, on est totalement tous dans l'écoute. Ah, c'est drôle, ça me fait des... ça me rappelle avant dans les podcasts, quand j'avais des... Tu sais, je commence à parler et d'un coup, mon cerveau, il se coupe. C'est marrant. C'est marrant aussi. Waouh. C'est marrant parce qu'en faisant ce podcast, ça me replonge un an auparavant. Et du coup, c'est très symbolique. J'ai eu énormément de changements depuis et j'ai l'impression de ne plus être la même personne qui tient ce micro. Ça a vraiment changé ma vie, tout ça. D'ailleurs, j'ai beaucoup dealé avec mes parts d'ombre aussi, de mon côté. Je me suis totalement rencontrée. J'ai rencontré des parties de moi que je n'avais pas forcément envie de voir aussi. J'ai appris à les aimer, à les accueillir. Et je sens que j'évolue énormément là-dessus, donc... je suis très contente et j'apprends à m'écouter aussi beaucoup. Donc voilà ce qui est pour l'écoute et dealer avec ses parts d'ombre. Pour ce qui est de la nature, c'est drôle que tu me demandes aussi pour la nature, qu'en ce moment, je me reconnecte énormément à la nature. Je pense que je l'avais un peu lâchée ces derniers temps et là, je suis en train de revivre une reconnexion très très forte avec elle. Et ça fait du bien. La nature, après, dans le programme Chrysalis, je sais pas vraiment quelle place elle pourrait avoir. Après, peut-être si, justement, la nature, ou même on peut parler de la nature humaine, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain, et de se retrouver comme ça, ensemble, une fois par semaine, c'est un peu comme réintégrer une famille, se sentir naturel à l'intérieur, devenir totalement authentique, où chaque élève pouvait... se déposer, genre tous les mercredis soirs. Qu'importe la vie qu'on a eue dans la semaine, qu'importe tous les événements qui sont arrivés, ok, là on se retrouve, on laisse nos bagages un peu à l'extérieur et on devient totalement naturel et on laisse poser ce qui est là et on accueille aussi dans une écoute hyper ouverte de ce qui vient dans l'instant présent. C'est vraiment ce que j'ai pu ressentir avec Chrysalis, le côté nature d'authenticité surtout. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous dire avec Dilex et parts d'ombre, avec l'écoute et la nature ? Très bien, t'as relié les points un peu comme je m'y attendais, enfin comme j'espérais que tu le fasses, mais bon, ça tombe sous le sens. En fait, ces trois thèmes, si je les ai demandés ensemble, c'est parce qu'ils sont intrinsèquement liés. Pour dealer avec ces parts d'ombre, ce qui a été possible pour équilibrer le fait de dealer avec nos parts d'ombre, ça a été cette écoute qu'on a mis en place tous ensemble, en effet, tu as déjà dit. Et j'avoue que moi, ça m'a permis de garder une certaine neutralité. Et les autres, eux, ça leur a permis une ouverture d'esprit, d'entendre toutes les semaines des personnes qui avaient reçu la même chose de manière très différente d'eux. Ça leur permettait des fois, même s'ils n'étaient pas en accord, de laisser de l'espace à ce qui n'est pas eux, à ce qui n'est pas comme eux. Et nos parts d'ombre, souvent, c'est quoi ? C'est des aspects de nous, je pense, qui réagissent de manière un peu vive quand ça va pas dans le sens qu'on veut, d'une certaine manière. C'est des choses qui peuvent nous faire sortir de notre état naturel. Et c'est pour ça que voilà, la nature, elle rejoint ce côté-là. Si l'écoute a permis d'équilibrer notre exploration de nos parts d'ombre, elle a aussi permis qu'on soit plus proche de notre véritable nature. Et en même temps, le fait d'accepter cette véritable nature, peut-être pas maintenant, mais je sais qu'à l'avenir, ce genre de programme, ce genre d'intention, ça aide à comprendre et à faire grandir sa propre nature en fait. Ça permet si avant on avait l'impression d'être juste une petite fleur insignifiante, ça permet de faire grandir tout un jardin à l'intérieur de soi avec plein de variétés, plein d'arbres, des choses différentes. J'ai pas plus de mots que ça, en gros j'ai qu'une image qui me vient en tête, mais imaginez qu'à l'intérieur de vous c'est comme un jardin
Et tant que vous dealez avec vos parts d'ombre et que vous croyez que vous êtes ça et pas autre chose, vous allez toujours trouver une limite à ce genre de conception, toujours vous sentir un peu en mode insignifiant, petit, et vous n'aurez jamais conscience de votre réel potentiel. Mais quand vous faites le souhait volontaire d'aller explorer ces parts d'ombre, d'aller explorer ce qui vous fait peur à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, mais de toute façon c'est toujours de l'intérieur que ça se manifeste en premier. Quand vous faites le souhait volontaire d'aller explorer ces choses-là, si vous êtes suffisamment à l'écoute de ce qui se passe, vous allez pouvoir découvrir que finalement vous n'êtes pas si petit, vous n'êtes pas si insignifiant que ça. Vous avez une réaction au début qui est peut-être pas adaptée à ce qui se passe autour de vous, et au fur et à mesure, à force de vous connaître, ces réactions elles vous font moins peur. Plutôt que de réduire votre perception à ce que vous croyez de si insignifiant, vous commencez à comprendre que vous êtes plus vaste, plus large que ça, que vous êtes plus riche surtout, qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui méritent votre attention. Parce que quand vous leur donnez votre attention, vous cultivez ce jardin intérieur et vous vous connaissez sous un angle plus grand, plus vaste. Donc ouais, ces 3 notions-là, pour moi, elles sont fondamentales. Et oui, la nature, telle que tu l'as évoquée, je pense que chacun a pu s'y connecter à sa manière tout au long de l'année. Vu l'intensité du programme, en effet, on avait beaucoup plus à faire à la nature humaine. Et je pense que c'était ce qui était visé en premier, ce qui était le plus important à développer. Maintenant, c'est bien que tu soulèves que la nature, ça fait du bien de s'y connecter, parce qu'en fait, elle est super inspirante, elle est ce qu'il y a de plus important pour nous ramener à nous-mêmes. Donc voilà, on ne va pas manquer de quoi que ce soit quand on est connecté à la nature, et il n'y a pas besoin d'un programme de transformation personnelle, il n'y a pas besoin de faire des dingueries à dealer avec ses parts d'ombre. Des fois, juste d'aller en pleine nature, ça peut suffire. On est en plein été, je vous le suggère, prenez du temps pour vous, allez marcher en nature, allez près des rivières, allez près des lacs, allez à la mer, allez sur des sommets là où vous voyez loin, très loin, et offrez-vous des perspectives plus larges, offrez-vous de découvrir des couleurs, des sons et des odeurs qui sont riches et variés. On a la chance d'avoir un patrimoine naturel très très riche en France. Allez-y, je sais qu'il y en a d'autres aussi qui nous avaient écouté passer un moment, qui étaient dans les îles. Pareil, en fait, ne reculez jamais devant ces perspectives. Faites-le, en fait. Faites des choses des fois comme ça, même si vous n'en avez pas envie, ça va vous permettre d'être encore mieux avec ce que vous aimez ensuite. Voilà, travailler votre propre nature, c'est un message très important. On continue. Margot, on avait ensuite enchaîné avec la notion du jeu, J-E-U, et de l'instant présent. Comment trouves-tu que cette notion de jeu et d'instant présent a été intégrée au programme et dans ta vie à toi? Et pareil pour cette notion d'instant présent. La notion de jeu, elle a été tellement présente dans ce programme, bien plus que j'aurais pu l'imaginer. Déjà le principe d'être une classe, c'est vraiment un peu, il y a les élèves qui se retrouvent tous les mercredis. Je trouve que il y avait une ambiance presque parfois enfantine, quelque chose de on se retrouve, et puis on se voit pas pendant les vacances scolaires, du coup on est triste, puis on est content de se retrouver après à la rentrée, etc. Et c'est vraiment des notions qui ramènent à l'enfance et au jeu, et il y a eu beaucoup de pratiques dans ce programme qui nous ont fait jouer, qui nous ont fait bien rire. Et cette notion, elle a toute sa place, et je pense que parfois on l'oublie, on a tendance à être tellement sérieux, tellement rigide parfois dans nos vies qu'on oublie de jouer, qu'on oublie nos enfants intérieurs qui sont là et qui demandent que ça. Et parfois de lâcher prise, ça fait du bien, et je l'ai ressenti dans le programme. J'ai ressenti que les élèves apprenaient à lâcher prise, ils apprenaient à se libérer, à rire, à vraiment être connectés aussi justement à l'instant présent, à connecter à ce qui se passe ici. On n'était pas en train de penser à ce qu'on a fait le matin même ou ce qu'on doit faire le lendemain, etc. Quoi qu'il se passe dans nos vies, on était ici dans l'instant présent, le véritable instant présent, celui où on est à l'écoute de nos émotions, de nos sensations, à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, en oubliant absolument tout ce qu'il y avait à l'extérieur. C'est un peu comme un espace temporel, un peu où on est juste ici et maintenant et nulle part ailleurs. Et cet instant présent nous a tous énormément aidés. Moi aussi, la première, avec tout ce que j'ai vécu au cours de cette année, d'avoir ce marqueur temporel vraiment ancré dans l'instant présent le mercredi soir m'a énormément aidé. Et c'est ce qui m'a aidé aussi à tenir par rapport aux différents événements qui se sont déroulés. Et je savais que le mercredi, voilà,
tout ce qui se passait à l'extérieur restait à l'extérieur. Et là, on était à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, dans cet espace, ce cocon, qui a changé lui aussi au cours de l'année. Il y a eu quand même des grands changements. On a changé de chrysalide. Cette notion d'instant présent et de jeu nous ont pas lâché à un seul moment. Elles ont toujours été présentes. Que ce soit dans le programme Chrysalis ou dans nos vies en parallèle. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est vrai. Je me souviens plus ce qu'on avait dit dans le podcast du jeu. Plus du tout, c'est trop drôle. Du coup, je vous invite à l'écouter. Si jamais, c'est sûr qu'on a déjà dit des trucs qu'on rappelle ici. Mais ouais, cette notion de jeu, on peut la mettre en parallèle avec plein de choses. Et elle est vraiment nouée à cette notion d'instant présent. Quand on jouait, quand on était dans le lieu, on s'amusait, même après les séances Chrysalis, il y avait toujours des moments de partage où après le partage de vécu où on avait échangé, on restait dans le lieu pendant 2 heures, 3 heures, voire plus. On faisait la fête, on rigolait, on jouait. C'était trop bien. Je veux dire, c'est des moments, en fait, c'est comme ça que vous pouvez comprendre à quoi sert l'instant présent. Je vous le souhaite. Le jeu, c'est ce qui vous ramène dans l'instant. C'est ce qui fait qu'après, vous vous souvenez d'un endroit, d'un moment, que vous parlez entre vous en mode nostalgique. Ah, tu te souviens quand... voilà. Et il y a des fois des trucs, moi, dans les familles, ça je déteste. C'est quand on se retrouve assis à table... C'est l'été, comme ça, on est allé voir mamie. Et puis parce qu'on a tous grandi, on passe 3 heures assis à table à dire mais tu te souviens quand? En fait, on n'arrête pas d'être là comme ça, à se rappeler des bons souvenirs, des bons moments. On regarde les photos, ça c'est vraiment un truc. J'ai un peu du mal avec ça, désolé. Mais c'est vrai, j'ai du mal. En fait, on apprend à se dissocier de l'instant pour rester uniquement dans le passé et on ne joue plus. Et finalement, oui, ça fait du bien de se souvenir, mais à mon sens, on se souvient pas des moments où on s'est souvenu. C'est pas quelque chose qu'on va raconter en mode c'était trop cool, on s'est souvenu de tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose de plus à avoir, à se dire vas-y, je sais pas, je suis chez mamie, le mieux que j'ai à faire c'est sortir les jeux dehors, faire le con avec les autres enfants qui arrivent maintenant. Pourquoi est-ce que je m'enferme à rester adulte là comme ça, à discuter sérieux et à dire aux enfants va jouer? C'est pas du tout la bonne dynamique à mon sens, et c'est ce qui fait que plus on grandit, plus on perd cette notion d'instant présent. Parce qu'on se situe plus facilement dans le passé, c'est rassurant, on a l'impression d'avoir des appuis solides, on a l'impression d'être imbougeable, alors qu'en fait on est enfermé dans quelque chose qui n'existe plus. À mon sens, être enfant, jouer, c'est prendre des risques, et il faut oser prendre des risques tout le reste de sa vie. Quelqu'un qui risque sa vie toute sa vie, je pense que c'est quelqu'un qui a une vie remplie de souvenirs, de choses... incroyable, tellement qu'il a même pas le temps de les regarder, il a qu'une envie, c'est d'en créer d'autres. Ce que j'ai envie de tirer du programme Chrysalis, de ce que ça a pu apporter aux élèves en les voyant s'épanouir dans les jeux et dans les instants qu'on leur a proposés, parce qu'il y avait des pratiques qu'on leur proposait qui mettaient dans l'instant de fou et qui permettaient d'établir des connexions de fou. Je veux dire, ça c'est des souvenirs que tout le monde a et c'est exceptionnel. Donc ouais, si vous avez l'occasion, créez ces moments-là, jouez. C'est pas hier que c'était bien, c'est pas demain que ce sera mieux, c'est tout de suite que tout est possible et c'est tout de suite que vous pouvez rendre les choses meilleures, même à un degré différent, même à un sourire près, même à une main tendue près. Je veux dire, l'opportunité elle est toujours ici et maintenant, donc saisissez-vous-en. Je pense que sans forcément aller dans le détail de ce que ça a apporté aux élèves ou à nous personnellement, c'était un sujet qui permettait de cibler la globalité. Ensuite, on avait eu donc un podcast spécial Noël et un podcast spécial Jour de l'An, où c'était plus des podcasts de passage, de scission en milieu d'année, qui nous permettaient de faire état déjà d'une bonne partie de ce qu'on avait fait, donc on va pas revenir dessus. On va directement aller sur le prochain podcast qui était l'authenticité. Margot, déjà c'est déjà revenu dans ce podcast-là, on en a déjà parlé là tout de suite, mais l'authenticité, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est quelque chose qui revient. L'authenticité dans le fait de donner nos cours, l'authenticité dans le fait d'échanger avec les autres, l'authenticité dans le fait d'aller au bout de ce qu'on veut. Tellement de choses. Que penses-tu de l'authenticité, que ce soit de ce que tu as vu chez les élèves ou chez toi? Waouh. L'authenticité, pour moi, c'est vraiment déjà oser être soi. Avant d'être authentique, je pense qu'on doit d'abord se connaître quand même. Se connaître et après oser être cette personne qu'on vient de rencontrer aussi. Et chez les élèves, il y a eu énormément d'authenticité. Chacun a pleinement été
qui il est. Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais on a eu des personnalités, un panel de personnalités tellement différentes. Enfin, c'est un programme, un groupe très riche et varié dans la diversité des personnalités, la diversité des vies que les personnes ont traversées. Et chacun est resté authentique et lui-même. Et de plus en plus, en fait, au fur et à mesure des séances, on a découvert ce qu'il y avait aussi caché, ce que les personnes n'osaient pas être. Vraiment, c'est le mot oser être soi qui me parle là vraiment en pensant à Chrysalis et aux élèves. Il y a eu de l'authenticité aussi dans ma pratique. J'ai compris qu'au début, je manquais énormément d'authenticité parce que je voulais faire exactement comme l'école me l'avait enseigné. Et en fait, ça ne me représentait pas du tout. Je ne me reconnaissais pas là-dedans et au fur et à mesure d'apprendre à me connaître, j'ai créé un peu ma propre sophro et je l'ai ressenti dans le partage des vécus avec les élèves où plus j'étais moi dans ma sophro et plus la pratique avait un impact sur leur vécu parce qu'elle correspondait du coup totalement à leurs besoins. Voilà pour ce qui est de l'authenticité. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de l'authenticité, que ce soit par rapport au groupe Chrysalis, à ce programme et par rapport à toi et ta pratique? Justement, pour moi, les moments où il y a eu des décrochages, c'est les moments où les personnes, j'ai senti qu'elles avaient peur de faire preuve d'authenticité, où c'était peut-être plus difficile pour elles d'assumer pleinement ce qu'elles vivaient dans la vie de tous les jours et de venir porter ça avec elles dans le programme. Elles l'ont dit aussi, que c'était difficile, qu'elles ne se voyaient pas à certains moments dans le mood où elles étaient, venir telles quelles. Donc moi j'ai senti des fluctuations en termes personnels, ça m'a forcé à être plus ferme, à être moins, on va dire, dans le côté j'accepte tout. Sinon en fait, si j'accepte tout, c'est pas ça être authentique à mon sens. J'aurais pu sacrifier une part de mon programme en acceptant tout, et je pense que j'ai accepté beaucoup de choses, mais qu'il y a eu un juste milieu à tout ça, et que j'ai aussi, je pense, réussi à anticiper pour la première fois de tous les programmes que j'ai créés, de tous les trucs que j'ai créés. C'est la première fois où je me suis senti à l'aise d'anticiper assez avec des règles simples et des trucs faciles, et qui a fait que du coup ils se sont sentis maîtres de leur retour à l'authenticité. Donc ça a été des hauts et des bas, ça a fluctué, et moi pareil, ça a renforcé, on va dire, cette fermeté, et ça m'a aidé à me connaître plus sous un jour où en fait il fallait prendre des décisions, il fallait agir des fois rapidement, pas mettre trop de règles, pas être trop là, pas être trop en mode je dirige et je tords les choses comme j'en ai envie. Donc je suis assez fier du juste milieu que j'ai réussi à trouver là-dedans, que ce soit en termes du coup d'organisation physique et tout, logistique, mais aussi en termes émotionnels ou mental, et voire même spirituel, quoi. J'ai réussi à tout faire grandir à un rythme qui des fois allait vite, des fois allait très lentement, et j'ai réussi à faire face à certaines choses qui me remuaient, parce que ça fait douter des fois quand on est en face de personnes qui doutent d'elles-mêmes, et que c'est tout un groupe qu'on emmène dans tout ça, ça peut faire douter de soi. Et non, je suis assez fier de m'être tenu à la barre et d'avoir continué jusqu'au bout. Donc voilà, en plus en parallèle de tout ça, je veux dire, c'est pas du tout Chrysalis, c'est pas du tout toi ou les autres, mais il y a d'autres personnes qui ont influencé le cours de ma vie, qui ont pas du tout facilité ma tâche. Comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle chaîne YouTube, parce que parce que je me l'étais fait supprimer. Donc voilà, il y a eu des couacs de fou, problèmes assez intenses. Mais ce qui compte, je dirais, c'est de ne pas avoir réagi au problème, et c'est d'avoir tout fait pour tenir ma ligne de conduite. Et aujourd'hui, je suis très content de vous représenter cette chaîne d'ailleurs. J'espère qu'il y aura tout le contenu dont vous aurez besoin. Tous les podcasts Chrysalis ici, je vais aussi les mettre sur Spotify dans quelques temps. Mais j'espère surtout que vous trouverez des pratiques qui vous servent. Voilà, bref, je tergiverse. Mais dans l'idée, l'authenticité, c'est comment se tenir à la barre de sa propre vie, à mon sens. C'est ça que ça m'a fait comprendre le programme Chrysalis. J'ai vu des personnes se remettre à la barre de leur propre vie aussi, en prenant exemple. Et je suis heureux de ce que ça nous a apporté à tous, vraiment. Et dans les derniers partages de vécu, ça s'est vraiment senti. C'est exceptionnel ce qu'on a pu vivre en termes d'authenticité. Ensuite, on avait créé un podcast, Margot, qui était vraiment un peu plus perché, un peu plus élaboré. On avait parlé de l'audace d'écouter notre âme. Et ça, c'était quelque chose. Finalement, ça rejoint un peu cette idée d'authenticité, parce que c'est vrai qu'on en avait même parlé dans ce podcast, moi je me souviens. On a ce besoin d'être authentique qui nous vient de l'intérieur, et c'est plus fort que nous, on a du mal
On a du mal à écouter ce qui nous vient de l'intérieur. On sait qu'il faudrait pas manger tel truc, on le mange quand même. On sait qu'il faudrait pas faire telle soirée, on la fait quand même. Et il y a un truc à trouver pour rester authentique, pour rester soi, dans le fait d'écouter son âme. Quand je parlais d'écouter notre âme, c'est vrai que bon, pour ceux qui sont pas très spirituels, ça parle pas forcément. Mais est-ce que vous avez l'audace d'écouter cette petite voix? C'était ça la question. Et je pense que en termes de progression avec les élèves, on a pu voir aussi ce cheminement, le fait de s'écouter soi. Parce que beaucoup ont pris des décisions de changement très importants de leur vie. Ça peut être changement de job, changement de relation, des trucs comme ça. Même nous, au niveau personnel. Moi, c'est ça qui me fait me dire que oui, ce programme a eu un impact de fou sur l'audace d'écouter cette petite voix qui est à l'intérieur, qui nous chuchote que c'est la bonne chose à faire, mais que tout à l'extérieur se manifeste en mode non, fais pas ça. Et c'est très très dur de faire ce choix-là, d'écouter ce qui est à l'intérieur, quand en fait à l'extérieur, tout nous crie l'inverse. Est-ce que Margot, aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus capable d'être à l'écoute de cette chose-là? Moi, personnellement, j'ai déjà répondu à la question. Oui, c'est vraiment plus un souci aujourd'hui. Eh oui, totalement. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus capable d'écouter cette petite voix intérieure que pendant trop longtemps j'ai laissé de côté. Je l'ai fait taire pendant des années. Et ce programme nous a tous aidés. Vraiment, tous, quand on regarde chaque élève, si on fait le point sur chaque élève, tous ont eu un énorme changement dans leur vie, que ce soit dans le domaine professionnel, le domaine sentimental. Enfin, ils ont chacun... Il y a eu un véritable impact sur le fait d'écouter son âme, de s'écouter, qu'importe ce qui se passe à l'extérieur, comme tu dis. D'écouter cette petite voix qui est là et qui nous souffle un peu la direction. En tout cas, de ce qui est pour mon propre parcours, j'ai totalement appris à écouter cette voix et je suis tellement reconnaissante pour ça. J'apprends toujours à l'écouter. Il y a des moments où on a tendance à... En fait, on ne sait pas différencier, est-ce que c'est notre âme qui parle ou est-ce que là, c'est notre peur. Parfois, c'est encore subtil de déterminer qui nous parle, mais quand on arrive vraiment à comprendre et à savoir quelle direction prendre, c'est tellement agréable. D'écouter cette voix et en fait quand on l'écoute on le ressent dans notre corps en direct. Moi, quand je prends la bonne direction, j'ai que des sensations hyper agréables dans mon corps après qui apparaissent, c'est magique. Donc oui, écouter son âme, ce programme amène vraiment à ça aussi. Ouais, et j'aimerais juste souligner qu'on a eu un élève en particulier qui lui est parti plus tôt au cours de l'année, qui je pense lui nous a fait une belle démonstration de ce que c'était que d'écouter son âme. Parce que justement il est parti au Japon, il a voyagé, c'était quelqu'un qui était sur ses appuis, qui savait ce qu'il voulait et qui l'écoutait profondément, peu importe ce que ça représentait en termes de peur. Et je pense que voilà, c'est une gymnastique d'écouter son âme. C'est un truc que si vous le faites pas pendant longtemps, ça va être plus difficile. Si vous le faites régulièrement, ça va finir par devenir une habitude. Donc voilà, bonnes habitudes, cultivez cet aspect-là de vous qui vous permet de vous connecter à votre âme, à l'intérieur de vous. Ensuite, après les bouleversements, après un long moment, on avait refait un podcast, donc il y avait beaucoup de changements et tout, et on avait parlé d'une des dernières séances qui était l'échec et la réussite. Donc pour terminer sur ce débrief de l'année, on va parler de ces deux notions, donc il y a échec et réussite, et on va parler aussi de la fidélité à soi, ce qui rejoint beaucoup le fait d'écouter son âme, mais on va le mettre en corrélation avec le fait de faire face à l'échec et à la réussite. Je voulais juste apporter un truc par rapport à ça, c'est que l'échec ou la réussite, peu importe, c'est jamais censé changer quelle personne nous sommes à l'intérieur. Peu importe l'échec, peu importe la réussite qu'on a, quand on se met à changer, à devenir différent parce qu'on dit ouais mais tu vois avant c'était pas pareil, avant j'échouais tout le temps, maintenant que j'ai réussi je fais ce que je veux. Ben non, on est déjà en train de dénaturer ce qu'on est. Et quand on avait l'habitude de réussir et qu'à l'inverse on se met à échouer et qu'on devient défaitiste et qu'on n'est plus du tout cette personne qui rayonnait, on peut pas justifier de changer comme ça. Bien sûr, il y aura toujours des excuses des gens à l'extérieur pareil pour dire non mais c'est normal, t'as vu ce qu'il vit ou des trucs comme ça. Mais c'est un grand sujet, pour moi cette année en tout cas, de voir des personnes faire des hauts et des bas et de me demander plus de tolérance. Et j'étais là en mode attends. non, je suis pas d'accord parce que
pareil, moi aussi il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites. Souvent les réussites que je vivais, elles n'étaient pas dues à moi, elles étaient dues à ceux qui m'entouraient. Et pourtant c'est moi qui en bénéficie aussi. Et grâce à, on va dire, à la gratitude, j'ai réussi à rester moi-même et à garder du coup mes ambitions par rapport à ça, parce que je savais que je devais tel succès, telle réussite à telle ou telle personne. Je savais que tels échecs c'était ma responsabilité aussi. J'ai pu rester plus fidèle à mon ambition et à ma mission première, qui était d'apporter du yoga, de créer un cadre où je pouvais recevoir les gens et créer des programmes comme on en est arrivé là. Enfin, je veux dire, c'est un beau chemin qu'on a fait jusqu'ici. Je suis très heureux d'en être arrivé jusque là. De voir que ça porte ses fruits encore aujourd'hui, alors que depuis 2017 j'y suis, c'est ça qui me fait me dire, ok, il y a un intérêt à rester fidèle à soi et à sa mission de départ quand on arpente ensuite le chemin sur lequel on s'est lancé. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir beaucoup d'échecs dont on est censé tirer des leçons. Quand on tire des leçons de ces échecs, il n'y a pas de raison qu'on change. Et il va y avoir beaucoup de réussites dont on doit rester humble, mais c'est marrant d'entendre ça de ma bouche parce que moi j'adore faire le beau avec mes réussites, mais voilà, ça fait partie de mon personnage, c'est un truc que j'ai toujours kiffé, célébrer ma réussite. C'est pas quelque chose qui m'a changé, en fait, vu que je sais que c'est quelque chose qui était toujours là et que je me considérais déjà comme un boss, bah, c'est pas un truc qui m'a fait on va dire me croire plus que les autres. Voilà. Vous pouvez rester humble et dire que vous êtes des boss dans ce que vous avez fait, sans dire que c'est mieux que ce que les autres ont fait. C'est là que vous trouvez un juste milieu et que vous pouvez rester humble dans la réussite. Donc voilà, je voulais juste revenir sur ces notions-là et sur ce qui fait que face à l'échec et à la réussite, il faut savoir aussi rester soi. C'est pas du tout comme ça qu'on l'avait apporté dans le podcast de l'échec et la réussite. On avait beaucoup parlé de l'éducation, de notre premier rapport, et on avait soulevé l'idée que c'était dommage d'avoir un premier rapport à l'échec et à la réussite à l'école, dans un milieu professionnel alors qu'on est si petit. Mais là aujourd'hui, je voulais parler plutôt de l'impact de l'échec et de la réussite dans notre vie quotidienne aujourd'hui et dans ce qu'on peut en faire, quoi. Tirez des leçons de vos échecs, tirez de l'humilité de votre réussite, mais célébrez le tout en fait. Célébrez les réussites dès que vous êtes allé au bout de quelque chose, même si c'est pas parfait. Et célébrez vos échecs parce qu'elles vous donnent l'occasion d'apprendre des nouvelles choses. Donc voilà, c'est important en fait de célébrer. Si vous célébrez, vous resterez fidèle à qui vous êtes. Merci, merci Hugo. Bah, pour moi, je considère qu'il est essentiel de se libérer de la peur de l'échec. Parce que ça nous paralyse. En fait, quand on a peur de l'échec, on n'agit pas. Et il y a un tas de personnes qui restent au même endroit, exactement tout pareil, toute leur vie avec les mêmes personnes, par peur d'échouer, par peur de faire une erreur, par peur de se tromper. Et alors qu'il est essentiel d'aller au-delà, d'affronter cette peur qui t'a échoué ou réussir. C'est même pas ça qui est le plus important, mais le plus important c'est d'agir. Et d'ailleurs, c'est plus dur même de penser à l'échec que l'échec en lui-même. Il fait plus de mal d'y penser que de le vivre. Et que l'échec en soi n'existe pas forcément. Parce que c'est un apprentissage. Et je passe ma vie à dire j'apprends, j'apprends. Dès que je fais une erreur, quelque chose comme ça, je dis bon bah c'est bien, j'apprends. Et tu es dissipé. J'apprends. Mais, non, et célébrer la réussite, surtout célébrer la réussite. On oublie trop souvent, comme tu dis, de célébrer même la plus petite réussite, même juste le fait de se réveiller le matin alors que le lit il est super confortable et douillet, genre de se lever. Ça c'est une réussite. Prendre une douche froide, c'est une énorme réussite. Et je pense que chaque instant présent peut être considéré comme une réussite, et il faut vraiment pas hésiter à la célébrer. Donc voilà, et ça rejoint totalement la fidélité à soi, parce que parfois on a peur aussi de faire quelque chose, parce qu'on a peur du coup de changer notre image, notre perception, la perception que les gens ont de nous, etc. Alors qu'en fait, si on est fidèle à nous-mêmes, ça n'a pas d'impact. En fait, ce que les autres vont penser de nous, dire de nous, ça les regarde eux, mais voilà, ça n'a aucun impact sur nous et qui on est, puisqu'on est fidèle à nous. Très bien, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur le fait
que célébrer chaque instant, en gros, où on est présent, c'est déjà une réussite. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être résumé en un terme aussi simple que ce qu'elle vient de dire. Déjà, un bon débrief, Margot, de ce qui a été apporté tout au long de l'année. C'est bien, on est revenu un peu sur toutes les notions des podcasts qu'on a abordés, je suis content. Maintenant, j'aimerais qu'on termine, du coup, avec une notion phare qu'on avait déjà un peu abordée dans le podcast de la fidélité à soi. Peut-être que tu t'en souviens pas, mais tu réécouteras. C'est le sujet de l'amour. Et l'amour qu'on a partagé, l'amour qu'on a vécu dans ce programme. Cet amour est incroyable et c'est ce qui me fait me dire qu'une des notions les plus importantes et celle qui vous aidera à tout réaliser dans le monde, c'est cet amour, vraiment. Vous pouvez tout faire grâce à cette énergie car elle est infinie, elle peut tout guérir, elle peut tout vous apporter, elle peut tout amplifier chez vous. Juste pour revenir du coup sur la fin du programme, une des plus belles preuves d'amour je pense, et une qui a fait qu'on a reconnu l'authenticité de chacun, une qui a fait qu'on a pu connaître nos élèves sur un point final extrêmement beau, ça a été le partage de leurs séances. En gros, je vais juste vous dévoiler un petit truc qu'on leur a fait faire à la fin dans la partie transformation personnelle. On leur a dit de réunir une pratique liée à la première partie, capacité de détente et écoute du corps, une pratique, que ce soit yoga ou sophro, liée à la gestion des émotions, à la deuxième partie, et une pratique liée à la confiance en soi, liée, pareil, yoga ou sophro. Et en fait, ils devaient choisir une des pratiques dans chaque partie, donc 3 pratiques différentes, et créer une séance de 15, 20, voire 30 minutes max. Et bon, je vais pas faire le débrief de chacun, mais dans l'idée, ce qui était cool, c'est que le partage des vécus qu'on faisait, d'habitude, le partage de vécus, on avait un retour de chaque élève sur la séance yoga et la séance sophro à chaque fois. Et là, en fonction de ce que les élèves avaient choisi, s'ils avaient choisi yoga ou sophro, quand tout le monde prenait le ballon un par un, tout le monde faisait un retour un par un à la personne qui avait donné le cours. Et ça, c'est trop bien. En fait, on leur a donné plein d'outils, on leur a fait faire plein de trucs, et à la fin, on leur a dit, mais maintenant, vous allez nous le donner. Et moi, je me régalais. Je me mettais dans mon cours, et j'étais là en mode, allez, vas-y. Et en fait, c'était trop drôle, parce qu'au début, ils sont là, et ils nous disent, bon, alors on va faire ça. Et en fait, ils se rendent compte de ce que c'est que de partager, que de donner, que de dire aux gens de faire un geste et que tout le monde le fasse. Et ça, c'est unanime chez tout le monde. Hein. Quand on l'a jamais fait, on sait pas quoi dire. On est un peu en mode, du coup, on descend. Maintenant, on recule. Et après, des fois, pendant 2-3 mouvements, la personne ne dit rien. Juste, elle voit qu'on fait comme elle, est là en mode, bon, c'est bon, je vais rien dire. Et après, elle commence à débloquer le langage, à débloquer la parole, surtout à faire un peu comme on lui a montré. Et au bout d'un moment, après, on commence à sentir comment elle le fait. Et moi, je leur disais juste ça à chaque fois. Je leur disais, dis-nous ce que tu fais, c'est tout. Et le fait de se concentrer un peu plus sur eux, de nous faire faire ce qu'ils étaient en train de faire, on sentait leur énergie. On sentait leur manière de faire, la manière qu'ils avaient eu d'entendre nos cours, on sentait comment ils la retransmettaient. Et ça, c'était un cadeau exceptionnel. C'est ce qui nous fait, nous, éprouver un amour immense, en fait. Mais de manière plus froide aussi, moi, en tant que prof, quand j'ai transmis à plusieurs élèves comme ça, et qu'après, ils me transmettent quelque chose, j'ai déjà dit pendant un partage de vécu, ça me donne, en fait, une richesse incomparable. En fait, j'ai l'impression d'avoir affaire à un cours de quelqu'un que personne n'a jamais eu. Et c'est une vision, une manière de faire, une manière de voir les choses que personne n'a jamais vu, jamais fait. Et ça, j'adore. J'adore parce que des fois, il y en a, ils se rendent pas compte, ils sont en mode, ils veulent refaire un peu ce qu'on a fait pendant les cours, mais ils le simplifient parce qu'en fait, ils n'ont pas la capacité de le faire comme nous, on leur a apporté. Et de par le fait qu'ils le simplifient, c'est comme s'ils le traduisaient de manière plus directe et plus concrète, donc on le comprend mieux, et on est là en mode, vas-y, je vais faire comme ça du coup, moi, dans mon cours. Si lui, il a entendu comme ça, c'est vrai, je reconnais la manière dont il a apporté, cette respiration, ce truc, et ben il le fait, il a trouvé une idée que j'ai pas eue. Parce qu'en fait, il a un œil neuf. Et ça c'est trop bien. Pour s'enrichir, putain, donnez des choses aux gens et dites-leur après de vous donner.
C'est trop bien. Vraiment, en termes d'amour, en plus, ça crée un échange de fou parce que la personne se sent grandir, elle se sent écoutée. Ça fait toujours battre le cœur de la personne de voir qu'en fait, elle s'est lancée dans un truc qu'elle a pas maîtrisé. C'est parti dans des proportions qu'elle avait pas prévues. Elle était pas là pour faire une formation de prof ou des trucs comme ça. Mais en fait, elle se retrouve à donner un truc à des gens et tout le monde l'écoute. Il y en a certains, ils ont pu être plus autocritiques envers eux, avoir l'impression que c'était n'importe quoi ce qu'ils avaient fait, mais en fait via le partage des vécus derrière, quand on leur dit hey, on a l'impression que t'as fait ça tout le temps, c'était j'ai adoré cette notion d'amour. Moi je l'ai retrouvée vraiment à travers ça à la fin du programme. Alors bien sûr après la notion d'amour on l'a vu dans plein d'autres aspects. Margot, toi tu vas parler de ce que tu veux, je veux juste qu'on reste sur cette notion d'amour. Mais ouais, il y a aussi d'autres aspects, plus quand les personnes se sont livrées, où j'en ai vu certains pleurer pour des trucs, et j'étais là en mode... C'est ouf qu'ils en viennent là, à un tel point de confession, parce qu'ils sont juste en confiance, ils sont dans cet aspect un peu familial, mais pas la famille qu'on connaît, c'est vraiment la famille nouvelle, celle avec qui on avait un peu peur au début, mais au fur et à mesure on s'est mis en confiance, et de voir ça se débloquer, ouais, ça crée une dose d'amour incroyable. Et c'est pour ça que pour ce que ça apporte, pour ce que ça permet de faire grandir chez chacun, à mon sens c'est vraiment l'énergie la plus puissante du monde entier. Margot. Merci pour tes mots, ça résonne tellement fort ce que tu racontes là, et c'est vrai que j'ai tellement aimé ces moments où les élèves nous ont partagé leurs cours. J'étais une gamine, j'étais surexcitée à l'idée de recevoir le cours des élèves. Et de les voir comme ça, justement, dans leur authenticité, parce qu'il y a les pratiques qu'on a transmises et il y a eux ce qu'ils en ont fait et ce qu'ils partagent. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que chaque élève, en partageant sa pratique, partageait une partie de lui. Et que du coup, chaque pratique, elle est différente selon la personnalité et le vécu de l'élève qui proposait la séance. Donc c'était un bonheur de les voir tous comme ça. Waouh. J'étais tellement heureuse dans ces moments-là. Et l'amour, mais bien sûr, il y a en fait... que serait même un groupe de personnes, qui cheminent vers un développement personnel s'il n'y avait pas la notion d'amour. C'est la base même de tout, je pense que c'est la base des relations humaines. On oublie trop souvent d'ailleurs d'être dans l'amour. Alors que si tout le monde pouvait être dans l'amour les uns avec les autres, ça serait si simple et si beau et si représentatif de notre nature humaine. Je suis tellement heureuse, en vrai, d'avoir... Je suis remplie d'amour. Ce programme j'avais une jauge là et ça m'a rempli d'amour et ça m'a aidé. Tous les élèves ont été mes guides, mon petit coup de boost, mon petit coup d'amour pour traverser tout ce qu'il y avait à traverser cette année à l'extérieur. Et ça fait tellement du bien d'oser aimer les autres, d'oser s'aimer aussi, parce que dans ce programme on apprend à s'aimer. Et je pense qu'on en avait déjà parlé justement peut-être dans un podcast sur l'amour, mais que c'est en s'aimant d'abord soi inconditionnellement qu'après on peut donner cet amour aux autres, et aussi un amour inconditionnel, un amour sans attente, sans demander de l'amour en retour, juste en aimant les personnes pour qui ils sont. Et voilà, j'aime beaucoup l'amour. Une chose est sûre, maintenant je sais que nos capacités sont décuplées grâce à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie de lâcher. Tous les jours, il y a des raisons maintenant qui apparaissent et qui sont pour moi une raison d'aimer, une raison d'aller plus loin. Souvent, avant, ce que je faisais, c'est que quand j'obtenais pas ce que je veux, je déclenchais un amour démesuré pour ce que je voulais. Et ça m'a toujours apporté des choses énormes. Bon, pas ce que je voulais du coup, mais d'autres choses incroyables. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Trouver un moyen d'aimer, c'est vraiment le secret pour vous épanouir. Trouver un moyen d'être fidèle à vous, d'être authentique ou des trucs comme ça, et de tout ça va découler de l'amour. S'il y a un truc que vous avez envie de faire, s'il y a un projet que vous avez envie de mettre en place, s'il y a un endroit où vous avez envie d'aller, mettez l'amour au service de cette quête, mettez l'amour au service de cette vision. Demandez-vous qu'est-ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce que vous aimez là-dedans. Écrivez comme si tout ça était déjà réalisé. Qu'est-ce que ça vous ferait ? Comment vous vous sentiriez ? Quel amour vous déclencheriez pour tout ce que vous avez ?
J'en sais rien, ça peut être des choses toutes bêtes. Je le fais des fois avec des maisons. On le fait ça. On regarde des vidéos de maisons là, de fous, et on visualise notre vie dans ces maisons de fous. Je peux vous garantir, le sentiment est démesuré. On est là, on s'imagine des trucs, et puis en fait on vit aussi présentement l'image. Mais vivez toutes ces images avec des sensations. Vivez comme si vous sentiez, comme si vous aviez les pieds dans la piscine de cette maison. Vivez comme si vous touchiez les rebords des fenêtres. Vivez comme si vous sentiez l'odeur. Imaginez les odeurs. En fait, pour réaliser ce que vous voulez, c'est pas juste dire aimer, mais c'est vivre intensément cet amour. S'il y a une personne qui vous plaît, quelque chose comme ça, en fait, imaginez ce que ça fait que de sentir ses mains sur votre visage. Imaginez ce que ça fait que de sentir son regard. Et tout ça, ça offre une dimension encore plus profonde à votre capacité d'aimer. Vivre intensément les choses et les ressentir. On a souvent tendance à être perdu dans notre mental, on est très distrait. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est, surtout sur les réseaux et les téléphones, il nous distrait à un rythme effréné. Il nous fait passer d'une information à l'autre qui n'ont absolument rien à voir. Si bien que quand on se retrouve après déconnecté de tout ça, nous-mêmes on réfléchit à un truc, et 10 secondes après, on peut réfléchir à quelque chose de totalement différent. Arrêtez de vous distraire. Arrêtez les distractions. Arrêtez ce qui vous dissocie de l'attraction. Si vous voulez attirer les choses, si vous voulez attirer ce que vous voulez dans votre vie, restez concentré dessus suffisamment longtemps pour générer un amour qui vous porte et qui fait que toute la journée vous vous sentez bien parce que vous avez éprouvé et ressenti cet amour dès le matin. C'est très très important. Margot, qu'est-ce que tu penses de cette idée de ressentir l'amour profondément, de toutes ces notions que je viens de présenter là? Est-ce que ça fait sens pour toi ou tu demandes à voir? Non, ça fait vraiment sens pour moi. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux distractions. J'ai la sensation qu'en fait, on nous empêche totalement d'être dans l'amour et dans l'instant présent en nous donnant autant d'informations, autant de distractions dès notre plus jeune âge. Surtout maintenant pour les générations qui arrivent. S'il vous plaît, connectez-vous à l'instant présent le plus possible. Posez votre téléphone et recentrez-vous sur votre respiration, sur ce qui se passe dans votre corps, sur ce qui se passe à l'extérieur, les couleurs, l'intensité de la lumière, les personnes autour de vous, les odeurs. Juste ça, c'est un cadeau que vous pouvez vous offrir vraiment. Vraiment. Et c'est tout le temps qu'on perd à être distrait. Alors parfois, ça fait du bien parce que on a tellement de pensées, on a notre mental qui est en roue libre et on a juste envie, c'est de l'éteindre. Et le seul moyen qu'on a de l'éteindre, c'est d'être sous cet état un peu hypnotique que nous offrent les réseaux par toutes leurs informations. Mais sachez qu'il y a d'autres techniques pour éteindre notre mental et on peut vraiment utiliser la respiration, la concentration sur chacune des sensations du corps. Et s'il vous plaît, vraiment, c'est tellement important. Faites ça pour vous et pour l'amour que vous pouvez avoir pour vous. Très bien. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un tour assez vaste. Moi, je vais avoir un cours dans pas longtemps. On clôture ici le podcast Chrysalis. Il risque d'y avoir un peu de hors-série, des bonus qui vont sortir peut-être cet été, mais bon, on va rien vous promettre tout de suite, parce qu'on n'a rien organisé. Mais dans l'idée, ceci est l'épisode final de la saison 1 de Chrysalis. On est très heureux pour tous ceux qui nous ont écoutés. On espère que ça vous a apporté beaucoup de choses. Laissez-nous en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Je crois qu'on peut laisser des commentaires sur Spotify. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous envoyer des messages via nos Instagram respectifs. Les Instagrams sont en lien dans les descriptions YouTube. N'hésitez pas à aller voir ça. Et on répondra avec grand plaisir à vos questions. C'était une année de fou. Le podcast n'a pas été maintenu, je pense, comme on aurait voulu tout le temps, parce que y a eu des bouleversements de fou, mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ce qu'on vous a livré, c'est une partie déjà très intense, très riche. Si vous arrivez à vous concentrer sur la totalité de ces podcasts, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci du fond du cœur. On vous souhaite le meilleur et surtout on vous souhaite de cultiver l'amour à votre sauce, vraiment de créer vos visions et d'aller au bout de ces visions, de rester fidèle à vous-même, d'être authentique, d'être discipliné, engagé, de connaître vos valeurs, d'être proche de la nature, que ce soit à l'intérieur de vous, de la nature humaine, de la nature à l'extérieur de vous, peu importe. On vous souhaite tout un beau parcours, on vous souhaite un bel été avant tout, et on vous dit à très très bientôt. C'était Hugo et Margot pour ce final de la saison 1 de Chrysalis, l'éveil du corps et de l'esprit.
Merci, 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 merci. Namasté, bisous bisous à tous. Bisous. Tu peux pas manger le micro comme ça? Ah, fucking yeah. Bon ben voilà. C'était cool, non? 1h04 de pro. Je pense que ça va faire 1h tout juste.